Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir Star 21 TV. À la une de l'actualité de ce soir, l'humanité a célébré ce mardi 2 février 2021 la journée mondiale des zones humides. Les activistes guinéens misent sur la sensibilisation et la formation des jeunes. Vous les entendrez en ce début de journal. Une collégienne a ôté la vie à son petit ami au quartier Bellevue dans la commune de Dixine. Vous aurez le témoignage dans cette édition d'information. La reprise de fonction du président de la CAF domine les débats dans le milieu sportif guinéen. Vous aurez le chroniqueur sportif Kierno Seydou Diakité en fin de journal. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Je le disais au sommaire, l'humanité a célébré ce mardi 2 février 2021 la journée mondiale des zones humides sous le thème « Zones humides et eau ». Certains activistes des questions environnementales comptent impliquer des jeunes étudiants pour impacter la lutte contre la destruction de ces espaces. Sayon Kamara, reportage. C'est le 2 février 1971 que la première convention mondiale sur les zones humides a été signée en Iran, d'où l'initiative de la célébration de cette journée. Elle vise à véhiculer le message sur les mesures d'atténuation des sites humides. Des activistes guinéens misent sur la sensibilisation des jeunes pour atteindre cet objectif. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on parle des zones humides, on veut parler ici de l'eau, parce que le principal facteur d'influence dans une zone humide, c'est l'eau. Et on va vous parler du biotope, de la biocénose, mais tous ces éléments tournent autour de l'eau. Donc voilà l'élément autour duquel toute la conférence a tourné. Il s'agit de l'eau, parce que nous savons que l'eau est vitale. Quand vous prenez des fleuves qui ne sont pas pollués, on obtient de l'eau potable à travers ces fleuves. Voilà, donc c'est pour dire que les zones humides sont vitales, les zones humides contribuent à notre alimentation, les zones humides, en tout cas, nous accompagnent même dans la santé. À date, la Guinée ne compte que 16 sites humides reconnus sur le plan international. Mais ces espaces sont en voie de disparition. Cet expert de l'environnement explique pourquoi et fait quelques recommandations. Ces zones sont dégradées, foncièrement dégradées. C'est pourquoi on interpelle chacun, les autorités et les étudiants que vous êtes aujourd'hui, de pouvoir prendre conscience et de faire les actions qui mènent à leur protection. Sinon, d'ici peu, nous allons voir ces choses disparaître. Et parce que vous allez noter aussi que ces zones humides ont des importances culturelles. Et nous voulons développer la culture. Si ces zones disparaissent, ces éléments culturels aussi disparaîtront. Prendre conscience du fait que l'environnement aujourd'hui est une affaire de tous et qui est en train de se dégrader. Donc il faut qu'ensemble nous prenions le devant pour pouvoir protéger ces endroits-là pour la survie de nos générations actuelles, mais aussi de la génération future. La destruction massive des zones côtières et le manque de documents de politique nationale des zones humides sont les principales causes de la disparition de ces sites en Guinée. La Haute Autorité de la Communication a procédé ce lundi 1er février 2021 au lancement du processus d'enrôlement des journalistes pour l'obtention de la carte de presse. Des journalistes rencontrés ce mardi ont expliqué les problèmes auxquels ils sont confrontés pour avoir certains documents. Mohamed Traoré, reportage. Les commissaires de la HAC ont entamé ce lundi le dépôt des fiches dans les rédactions pour l'enrôlement des journalistes pour la carte de presse, une activité qui vise à assainir le secteur de la presse en Guinée. Des confrères saluent cette initiative. Si la carte de presse est unique et qu'elle est utilisée par tous les médias, les hommes de médias, ça veut dire que déjà nous, ça nous sécurise et ça pousse les autres à nous respecter. La HAC joue vraiment un bon rôle, qui n'est pas que de nous défendre quand nous sommes en porte-à-faux avec la loi, mais cette HAC est en train de nous prouver aujourd'hui qu'elle peut vraiment nous encadrer dans un autre sens. Par le passé, on attendait que chaque journaliste vérifie ses dossiers pour aller à la HAC et c'est pas évident. On n'a pas de temps, tout le temps on est occupé. C'est pourquoi on a dit c'est une innovation qu'il faut encourager. Cependant, certains hommes des médias rencontrent des difficultés sur le terrain pour avoir accès à certains documents. Le seul problème est que nous n'avons pas encore eu, tout le monde n'a pas eu son casier judiciaire
Et c'est d'ailleurs valable pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, qui ont d'ailleurs beaucoup ces difficultés-là. Mais globalement, tout se passe bien. Cette commissaire de l'AHAC déployée pour l'enrôlement dans la commune de Ratoma confirme ces problèmes évoqués par les journalistes. Ils se sont pris tôt et vraiment tout va bien. Voilà. Mais le seul problème, le seul bémol, c'est qu'ils n'ont pas le casier judiciaire ou le certificat de non-poursuite. Donc on leur a donné le temps, comme à Espace. Vendredi, on fera un effort pour repasser et récupérer. Parmi les documents à fournir pour l'obtention de la carte biométrique professionnelle du journaliste, il y a un casier judiciaire ou un certificat de non-poursuite judiciaire, une photocopie des diplômes, une photocopie de la carte d'identité, une attestation de travail ou un contrat dûment signé par l'employeur. Un bâtiment de 3 chambres a consumé suite à un incendie survenu dans un domicile à Tombolia Plateau, commune de Matoto. Cet incendie s'est produit dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 février. Les victimes disent avoir tout perdu. Ce mardi, notre équipe s'est rendue sur les lieux. Alpha Oumar Diallo pour le reportage. Les dégâts sont énormes suite à un incendie qui s'est produit au quartier Tombolia Plateau. Des tôles arrachées, plafonds, meubles, ustensiles de cuisine et une importante somme d'argent sont partis en fumée. Larmes aux yeux, cette victime, mariée, père de 7 enfants, explique les circonstances de l'incendie. Bon, mido iwi Madina, mi ari ka koto allega me de nyamude. Don diretti Nous avons entendu les cris, soi-disant que la maison de Boubacar a pris feu, que c'est un court-circuit qui a provoqué cela. De là-bas jusqu'ici, nous avons trouvé que toute la maison est incendiée. Ma femme était aussi sortie pour son petit commerce. Nous pouvons dire que tout ce qui était dans la maison est parti en fumée. L'argent, le lait et beaucoup de biens, même ce que je porte comme ça, c'est des personnes de bonne volonté qui me l'ont donné. Ni moi, ni mes enfants et ma femme, personne n'est sorti avec quelque chose. Tout est parti en fumée, même une cuillère n'est pas sortie. Inquiet sur son sort et celui de sa femme qui a pris beaucoup de marchandises en dette avant de rembourser après le marché, ses pères de famille prévient. Si vous apprenez demain que je suis en prison, ne soyez pas surpris, parce que cela serait la récompense des dettes que ma femme a prises avec ses partenaires pour son commerce. Et comme vous le savez, une femme mariée ne peut pas aller en prison, laisser son mari parce qu'elle est endettée. Alors la responsabilité m'incombe. Un mari qui a tout perdu dans un incendie et sans soutien risque de passer un bon temps en détention. Pour cet énième cas d'incendie enregistré après celui de Sander Valia il y a quelques jours, les sapeurs-pompiers ont aussi brillé par leur absence sur le terrain. En plus bref, un autre brasier a fait 3 morts et 63 cases parties en fumée dans le district de Kobela, situé à 32 km de la commune rurale de Kouakan, dans la préfecture de Macenta. Pour le moment, l'origine du feu reste inconnue. À Conakry, les citoyens sont confrontés à une hausse des prix des denrées de première nécessité dans les marchés. Ce mardi, certains d'entre eux se sont exprimés à ce sujet. Ils pointent du doigt autorités et commerçants. Suivez leur réaction au micro de Yaya Bari et Omar Kondi. On est obligé de faire le commerce car nous avons beaucoup de charges. La scolarité des enfants, nous demandons à l'État de nous venir en aide car tous les... Bon, c'est que les femmes, tout est augmenté, tout est augmenté. Donc il faudra que l'État voit cela pour pouvoir bien gérer. On ne sait pas pourquoi l'État aussi a fermé les frontières. Vous savez, ils sont mieux informés par rapport à nous. Actuellement, la dépense que nous avons au marché, tout est cher. Même la population souffre.
Page noire, Shérif Haïdara, connu sous le nom de Shérif de Washington, conseiller personnel du Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana, est décédé ce lundi à Conakry. Il a été emporté par la Covid-19. Ce mardi, quelques collaborateurs ont apporté des témoignages sur le défunt Oumar Kondi. Tristesse au visage, Mounir Kamara s'exprime après le décès de Shérif Haïdara. Ce dernier a tiré subitement sa révérence. Nous avons brusquement appris hier, sorti du conseil de cabinet. On croyait d'ailleurs le défunt aux États-Unis. On ne savait pas qu'il était là. Donc, on nous a brutalement annoncé la nouvelle de sa mort hier aux environs de 13 heures. Shérif était jusque-là conseiller personnel du Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana. Fodé Oumar Touré, autre de ses amis, soutient que l'annonce de sa mort a été foudroyante. Il n'était pas envisageable, imaginable, que la mort allait nous l'arracher de sitôt. Donc je dis que la nouvelle a été foudroyante pour moi. Ces deux collègues témoignent du temps passé au travail avec feu Shérif de Washington. C'est un jeune qui était plein de dynamisme et qui avait un bel avenir devant lui. Dans sa générosité, sa compétence et son esprit d'ouverture. Moi, je me sens doublement concerné. Monsieur Shérif est une personne recommandable. Il est une personne fréquentable. Aimable de par son abord, aimable de par sa franchise, très ouvert et sincère dans ses relations. En privé aux États-Unis, le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana s'est rendu dans la famille de feu Shérif Haïdara. Pour le moment, aucune date n'est annoncée pour l'inhumation de celui qui était jusque-là conseiller personnel du Premier ministre guinéen. Je vous le disais également au sommaire, une fille âgée de 17 ans aurait poignardé son petit ami dans la nuit du lundi au mardi 2 février 2021 aux environs de 23 h au quartier Bellevue situé dans la commune de Ratoma. Le jeune âgé d'une vingtaine d'années a succombé de ses blessures et la présumée auteur reste introuvable. Nous vous proposons le témoignage d'un des proches de la victime au micro de Mohamed Salou Diallo et Alassane Souma. Moi, je n'étais pas en place. Et ils m'ont appelé au téléphone, c'était au niveau du carrefour minière. Je suis venu, j'ai rencontré les jeunes qui sont les amis du victime. Ils m'ont expliqué, ils ont dit qu'ils ont envoyé le jeune à l'hôpital ici, c'est le docteur Touré. Maintenant, arrivé ce docteur Touré, j'ai trouvé le docteur Touré en train de dire de l'évacuer immédiatement dans les grands hôpitaux, parce qu'il ne pourra pas intervenir. C'est à partir du moment que ses amis l'ont pris sur la moto, ils sont allés à l'hôpital. Vers les 2 h du matin, on nous annonce que le jeune a rendu là. C'est cause de ce maître, bon, ils sont tous des locataires ici. La fille est dans les mains de sa tutrice, qui est là, qui est déjà arrêtée. Elle est à la disposition des forces de l'ordre. Elle est détenue à la place de la fille tant qu'on ne retrouve pas la fille. Oui. Le jeune en question aussi loge ici. Ils sont nos locataires. Donc nous, on pense, on ne sait pas ce qui est entre eux. Page culture dans cette édition d'information, une veillée de compte et valorisation de la culture foutanienne est prévue le 6 février à Conakry dans la commune de Ratoma. Ce rendez-vous culturel vise à valoriser la tradition pastorale. Yayo Moubari et Moustapha Diané signent ce reportage. Contes et danses traditionnelles,
Tel est le programme prévu ce samedi 6 février dans un centre de loisirs de la place. Son initiateur revient sur ce spectacle. Cette veillée a pour objectif de faire des contes et proverbes en langue poulard qui permettra aux plus jeunes de retenir la tradition afin de faire la différence entre le bien et le mal. Il invite l'ensemble des adeptes de la tradition pastorale à venir célébrer cette culture. Je suis le principal initiateur et beaucoup d'artistes sont au programme. À la tête de cette affiche, l'artiste de Mamou, Lama Sidibé. Cette rencontre culturelle commencera à 20h chez Aldo Anongo jusqu'à 23h à cause du couvre-feu dû à la pandémie du Covid-19. Et puis sport, pour finir, Ahmad Ahmad est rétabli dans ses fonctions de président de la Confédération africaine de football. Le dirigeant malgache de 61 ans, privé depuis novembre de toute activité liée au football pour une durée de 5 ans, va pouvoir faire campagne pour sa réélection grâce à un jugement du tribunal arbitral du sport. Pour Tierno Seydou Diakité, Ahmad a terni l'image du football continental. Ibrahima Diallo, reportage. Suspendu par la FIFA en novembre 2020 pour 5 ans, Ahmad Ahmad est rétabli dans ses fonctions de président de la Confédération africaine de football. Une décision rendue ce lundi 1er février 2021 par le tribunal arbitral du sport. Tierno Seydou Diakité, consultant sportif, donne des précisions. Bon, la suspension de Ahmad, elle est provisoire. Provisoirement, on l'a autorisé à reprendre du service à la présidence de la CAF, mais sa sanction n'est pas encore levée. C'est au début du mois de mars que définitivement le TAS va se prononcer sur son sort, s'il pourra se présenter ou pas à l'Assemblée élective qui aura lieu le 12 mars au Maroc. L'arrivée de l'ancien président de la Fédération malgache de football, le 16 mars 2017, à la tête du football africain, avait suscité un espoir. Pour ses consultants, Ahmad Ahmad a terni l'image du football africain. Bon, moi je pense que Ahmad, les preuves sont irréfutables pour ce qu'il a commis. Et il a déçu tout le monde parce qu'il s'était engagé à gérer la CAF dans un esprit de transparence. Et il avait même renoncé à son salaire. Est-ce que vous comprenez? Mais malheureusement, il a trempé dans une affaire scabreuse de surfacturation d'un contrat que la CAF a contracté avec des sponsors et équipementiers. Il n'est donné aucune chance à Ahmad Ahmad pour une éventuelle candidature pour un second mandat. Si d'aventure le TAS confirmait sa décision ou invalidait sa suspension, je pense que les membres statutaires de la CAF sont suffisamment conscients et ils feront le bon choix le 12 mars. Même si Ahmad se présentait, moi je me dis qu'il n'a aucune chance de passer cette fois-ci. Le tribunal arbitral du sport a indiqué qu'elle étudiera l'appel de Ahmad Ahmad dans son intégralité le 2 mars prochain. Il rendra une décision avant les élections à la présidence de la CAF prévues le 12 mars prochain au Maroc. Voilà, vous l'avez sans doute compris, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et les programmes continuent sur la télé du 21e siècle. Au revoir.